Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre éditorialiste politique. On va revenir sur les principales actualités de la politique française cette semaine. Peut-être, Jean-Marie Colombani, pour commencer, ce mouvement de grève dont on a tant et tant parlé, cette grève qui semble s'essouffler chez Total Energy, en tout cas ce jeudi, plus que 2 sites affectés. Alors la question c'est, est-ce qu'on arrive vraiment vers des compromis d'un côté et de l'autre, ou est-ce que c'est parce que surtout les vacances scolaires arrivent ? En fait, si vous regardez bien les choses, il y avait déjà eu un accord sur les salaires signé par une majorité de syndicats, donc approuvé par une majorité, mais contredit par la CGT, qui avait lancé ce mouvement, malgré le fait que quand on signe un accord et qu'il est majoritaire, la minorité doit l'appliquer et l'exécuter. Si on regarde les choses, ils ont obtenu une augmentation tout confondu de salaire de l'ordre de 10%, plus l'équivalent, je dis bien, d'un 14e mois. Donc c'est une aristocratie ouvrière qui s'est bien débrouillée, puisqu'elle a fait croire qu'elle se battait au nom de tout le monde, alors qu'en fait elle a obtenu des intérêts très, très ultra catégoriels. Vous vous souvenez qu'il y a eu pendant 15 jours, j'allais dire, un battage politico-médiatique sur le thème la révolte sociale gronde, le pays va être paralysé, ça va être la grève générale. Et la réalité, c'est qu'il y a eu une mobilisation trop faible pour que le mouvement puisse s'étendre. Et on l'avait bien entendu également sur les ondes de médias, dans les reportages de nos correspondants en France, que ce mouvement de grève divisait au sein même de la population des Français. En tout cas, le gouvernement qui penche sur d'autres choses, le budget 2023. Parlons-en, cette première partie du projet de loi de finances qui a été adoptée, Jean-Marie Colombani, sans vote. Finalement, 5 minutes de discours de la première ministre Elisabeth Borne pour mettre un terme à 7 jours de discussion. Oui, alors il faut là tout simplement regarder la réalité politique, c'est-à-dire c'est une majorité relative. Donc une majorité relative, c'est une majorité qui, sur les textes importants, comme le budget, est pratiquement contrainte au 49.3 à partir du moment, et ça a été le cas sur le budget, où les oppositions ont dit nous ne voterons pas ce budget. Donc si vous faites les comptes, si l'ensemble des oppositions refusent le budget ne passe pas. Donc pour le faire passer, il faut enclencher le 49.3 qui oblige ces mêmes oppositions à être cohérentes au fond et à dire je refuse, mais je suis être moi en capacité de gouverner, donc je fais tomber le gouvernement par une motion de censure et ensuite je présente mon propre programme. Bon, cette motion de censure n'aboutira pas parce qu'il y en a une du Rassemblement national d'une part et une autre de la NUPES d'autre part. Et les uns et les autres ne veulent pas voter la motion de censure de ce qui est un adversaire politique. Donc, et il faut toujours avoir en tête que le budget, c'est un acte essentiel parce que c'est celui qui détermine les frontières d'une majorité ou d'une opposition. Si vous votez un budget d'un gouvernement, c'est-à-dire le concentré de l'action d'un gouvernement, si vous le votez, vous vous rangez dans les pas de la majorité. Vous vous ralliez à la majorité. Si vous le refusez, vous êtes l'opposition. La NUPES, vous le disiez, et d'autres, mais la NUPES qui estime notamment que ce 49.3 incarne surtout le refus du gouvernement d'être à l'écoute des oppositions. D'autres parlent d'un simulacre de démocratie, d'un aveu de faiblesse. Et pourtant, la prochaine étape, s'il y en a encore d'autres, c'est notamment le budget de la Sécu, la sécurité sociale. Est-ce que ce premier 49.3, il en annonce beaucoup d'autres ? Alors, de toute façon, il faut écarter le vocabulaire employé par les uns et par les autres parce que tout le jeu de la majorité, c'était de montrer que c'était la responsabilité des oppositions qui n'avaient pas voulu jouer le jeu d'un apport concret, constructif au budget, en disant on va le refuser. Et tout le jeu de l'opposition, des oppositions, c'est de dire vous voyez, la démocratie est bafouée. En fait, c'est une arme constitutionnelle dans une constitution qui a été conçue très précisément pour mettre un exécutif à l'abri de la pression des partis, dont est issue directement cette procédure du 49.3. Elle a été très largement utilisée dans l'histoire politique française. Les recordmen d'ailleurs de l'utilisation du 49.3, c'est Raymond Barre et Michel Rocard, donc droite et gauche confondues. Et il y en aura d'autres dans l'ordre budgétaire, parce qu'il y a en effet après le vote de la loi sur des finances de la sécurité sociale, qui sera probablement soumise au même traitement.
Jean-Marie Colombani, on va terminer rapidement sur une autre affaire qui a quand même secoué la France et suscité beaucoup d'émoi. C'est l'affaire Lola, cette adolescente de 12 ans qui a été tuée à Paris. Et ce sujet qui, au-delà de l'émotion que ça a suscité, fait grand bruit au niveau politique et au niveau médiatique. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire qui a évidemment exploité politiquement. C'est un crime absolument horrible, c'est, j'allais dire, le mal absolu, c'est inconcevable, et ça s'est pourtant produit. Donc là, une partie des forces politiques, c'est-à-dire l'extrême droite et une bonne partie des républicains, n'a voulu voir dans ce crime que la nationalité de l'auteur du crime, c'est-à-dire une nationalité algérienne, qui en plus n'avait pas ses papiers en règle et aurait dû quitter le territoire. Donc ils en font un tremplin pour un procès contre le gouvernement sur sa politique migratoire et son incapacité à exécuter les décisions qui conduiraient normalement à expulser un certain nombre de personnes. Ce faisant, j'allais dire, ils ont d'une certaine façon montré le plus mauvais visage de la politique, le plus détestable aussi, parce qu'ils n'ont pas même attendu le respect de la volonté des parents de cette pauvre victime qui demandait au moins jusqu'aux obsèques qu'il n'y ait pas de récupération ou pas d'exploitation politique de cet événement. Ça ajoute la laideur à un malheur absolu qui est celui des parents de cette jeune fille. Oui, et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui appelait mercredi après le Conseil des ministres à faire preuve de dignité. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani de vos éclairages. Merci à vous.